Bonjour et bienvenue à l'atelier pour un autre épisode sur les sabots pour fusil Dreise, fusil à aiguille. Il y a peut-être maintenant, je crois que 2 ans, j'ai fait une première tentative de trouver une méthode de fabrication de sabots pour le fusil Dreise qui serait économique et rapide. Et j'ai utilisé du MDF, j'ai utilisé du bois et en fait, le plus performant, c'était simplement une tige en Delrin ou acétal que j'ai simplement coupé autour et puis creusé la cavité pour la balle. Donc la balle, juste pour vous rappeler, il s'agit de la M55 Langblei, donc c'était un peu comme une forme ovoïde. Et donc celle-ci est placée dans le sabot comme ceci et ensuite tirée. Donc les rayures prennent le corps du sabot et transmettre donc la rotation à la balle. Et donc j'ai fait ces essais et dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont dit bien sûr, ça, ce serait un super projet pour l'impression 3D. Vous avez absolument raison, mais c'est pas un chemin que je veux faire moi-même. J'ai assez de hobbies comme ça, je veux pas encore faire de l'impression 3D, peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, je préfère laisser ça aux pros. Et donc, je remercie fortement Whiskey Tango Fondu, qui est aussi un tireur, mais qui est un génie de l'impression 3D, qui donc j'ai pu expliquer ce que j'avais besoin. En tant que tireur, il comprend les performances que le matériau doit avoir pour ça. Et donc, on a créé plusieurs croquis design pour ce sabot. On a 4 matériaux différents, 4 variations du sabot. Et donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc faire les cartouches. Donc, j'ai passé toute l'après-midi à façonner ces tubes en papier pour le chargement. L'hiver est revenu de pleine force ce week-end, donc il neigeait et tout, donc c'était parfait pour bricoler tranquillement dans l'atelier. Et donc voilà, je vais juste ramener la caméra plus proche, comme ça je peux vous présenter un peu les sabots. Et ensuite, on ira au stand. Alors voici le sabot, on va dire que j'essaye de remplacer. C'est inspiré du sabot d'origine qui lui était fait en papier. Donc c'est un rouleau, un ruban de papier, à peu près 3 mètres de long, mouillé, enveloppé autour d'un mandrin et ensuite compressé à travers des collets successifs. Donc extrêmement laborieux. Donc là, c'est un peu moins laborieux, mais seulement un peu. Là, j'enroule du carton qui est mouillé avec un mélange de colle et de eau autour d'un mandrin et je laisse sécher. Je le passe aussi à travers un tube juste pour essayer de le calibrer un petit peu, mais ça marche moyennement puisque bien sûr l'humidité a son effet pendant la fabrication et après le séchage et ensuite la conservation et ainsi de suite. Donc il y a toujours des petites variations et aussi malgré tous mes efforts, même si je le laisse sécher une semaine, il y a toujours quelques cartouches où la balle reste collée à l'intérieur du sabot et ça veut dire qu'il ne se sépare pas comme il devrait à la bouche et la balle part de travers n'importe où. Donc les tireurs Dreise ont bien l'habitude d'avoir des balles qui rentrent de travers dans les cibles. Alors donc ça, disons, ça marche à peu près, mais c'est super long à faire. Et comme je dis des fois, ça marche même pas. Donc ceci était le sabot en Delrin. Donc c'est seulement avec pareil une cavité que j'ai façonné avec un outil customisé, donc qui épouse la forme, pareil. Et ici j'ai un puits pour une amorce Berdin. Je recommande d'ailleurs les amorces Berdin pour les sabots, ça marche super bien. Il y a une bonne détonation et puis ça offre vraiment une enclume solide pour l'aiguille. Donc voilà, ça marche à peu près. Et puis c'est assez rapide à faire. Alors, passons maintenant au design pour l'impression 3D. Donc premièrement, le premier est simplement le même que le blanc, donc juste un cylindre. Ensuite, il y a celui-ci qui ressemble un peu à un coquetier, je veux dire. Donc celui-là, c'est inspiré par un produit qui était brièvement en vente en Allemagne,
Donc c'est aussi un sabot, donc c'est fait par injection celui-là. Et il y a une petite jupe à l'arrière, un peu comme un diabolo. Donc on a recréé ça ici aussi. Je sais pas si ça vraiment ça apporte quelque chose. On verra. Et celui-ci malheureusement est pour une autre balle, la balle M47, qui était assez curieuse. En fait, c'était une hémisphère coiffée d'un cône. Donc malheureusement, oups, malheureusement ça rentre pas. Donc et ensuite on a les versions des deux avec des petites entailles ici. Donc ça c'est imprimé directement. Normalement il faudrait les couper au couteau ici. Donc ces entailles ici, elles servent à au moins 3 choses à mon avis. Donc premièrement, ça sert à sertir la balle lors du passage dans le canon, donc pour bien assurer qu'elle est bien grippée, pour transmettre la rotation, et comme un collet. Deuxièmement, à la sortie du canon, ça permet aussi au sabot de s'ouvrir, et comme ça favoriser la séparation. C'est vraiment, on veut que ça se sépare à la bouche du canon. Et en les manipulant, j'ai peut-être découvert une troisième fonction, et c'est d'assurer que toutes les balles sont enfoncées jusqu'au fond. Comme ça offre un peu de jeu pour permettre d'enfoncer. Il y a le fond est en bas est plat, donc il y a quand même un butoir pour le fond de la balle. Donc les deux versions, donc celle cintrée ici et puis le cylindre. Là, j'ai un puits pour les amorces Berdin de fusil, donc un peu plus grande. En termes de matériaux, nous avons ici du TPU, un peu flexible, le plus flexible des 4. Ensuite, nous avons du PETG, ici en jaune. Nous avons du nylon renforcé à la fibre de carbone, ici en noir, et du polycarbonate, ici en vert. Donc je pense que, enfin j'espère que ça va être le TPU qui va être le plus performant, parce que c'est le plus facile et le moins cher à imprimer. Et donc voilà, j'espère que ça sera celui-là. Alors maintenant, je vais remplir mes tubes ici en papier avec la charge réglementaire, et puis on ira au stand. Alors me voici au stand avec mon fusil Dreiser M62 avec système d'étanchéité Beck. J'ai toutes mes munitions et on va procéder d'abord avec les sabots cylindriques, ensuite sabots cylindriques entaillés, sabots avec la jupe et sabots avec la jupe entaillée. Et j'espère qu'il y aura un gagnant clair entre tous les matériaux et les variations. Le but, en fait, ce serait aussi de voir si c'est de toute façon meilleur que simplement tirer avec des cartouches à balles rondes, qui est en fait la manière la plus facile de charger et qui reste en fait aussi très performant. Donc en fait, c'est de savoir si ça vaut le coup du tout d'utiliser cette balle ou pas en fin de compte. On va commencer par le TPU. D'un 7 à 1 heure, le trou semble être bien rond. C'est bon signe. Un peu plus haut, un 5, 11h30, 12h. Trou encore parfaitement rond. Essayons PET.
Alors sur les 4 coups, là, ils sont tous dans la même zone, légèrement au-dessus, on dirait entre 6 et 7. Je vise tout le temps au même endroit, bien sûr. Il faut que ce soit uniforme, donc je vise juste en dessous du noir, quels que soient les matériaux et le type. Donc pour l'instant, c'est prometteur. Les trous sont tous bien ronds, donc il y a une bonne séparation. Ça, c'est très important. Ensuite, nous avons nylon. Alors, premier coup avec le nylon, c'est un trou encore bien rond, mais beaucoup plus gros que les autres, donc je pense que en fait le sabot a, a voyagé avec la balle. Je crois même que j'aperçois la découpe des rayures. Donc les rayures sur ce canon sont extrêmement profondes, donc c'est pas surprenant. Donc c'est intéressant, on va voir ce qu'on va faire avec le deuxième coup. Ok, le deuxième coup, il s'est bien séparé, c'est un trou normal. Donc voilà. Donc apparemment, ils peuvent rester collés ensemble, avec le nylon en tout cas, à retenir. Alors, dernier, polycarbonate. Alors voilà un autre qui a voyagé avec son sabot, mais ça reste dans le groupe quand même. Et celui-là est tout en bas, rien à voir avec le reste du groupe. Pour l'instant, pour les carbonates, c'est pas très prometteur. Alors je vais remplacer la cible et en allant à la cible, je vais essayer de retrouver, si possible, un sabot ou deux. Ça va pas être facile, bien que l'herbe n'est pas trop longue. Pour l'instant, je ne vois rien. On sait qu'il y en a deux qui sont allés jusqu'à la cible, en tout cas, donc ceux-là, il n'y a aucun espoir, mais les autres, j'aimerais quand même les retrouver. Ok, je n'ai rien trouvé, on verra plus tard. En tout cas, voici la cible. Donc ça c'est le nylon. Donc on voit ici la trace des rayures. Là c'est le polycarbonate. Sinon les autres, vous voyez, c'est des trous bien circulaires. Donc les bases sont bien stabilisées par le sabot. C'est bon signe. Alors voici le groupe, c'est prometteur. Celui-là c'était le polycarbonate, ça c'est une balle qui est rentrée de travers. Et la deuxième elle est allée je sais pas où, donc ceux-là je pense qu'on peut arrêter. Sinon, TPU c'était ceux-là, le nylon, celui-là et celui-là. Et puis le PET, ces deux-là. Donc le PET était plus prometteur. J'ai enfin trouvé un sabot, donc celui-là c'est TPU. On voit où les rayures ont gravé, mais comme le matériau est assez élastique, ça reprend sa forme doucement et c'est définitivement réutilisable au moins une fois. Et voici le résultat de plus près.
Là, c'est de nylon. On voit bien les rayures là. Ça, ces deux-là, c'était le PET, et ça, c'était les TPU que j'en ai retrouvé un encore. Donc là, on voit la profondeur des rayures. Donc même sur la partie moins épaisse, ça a quand même gravé avec les rayures. Et par contre, on voit que la jupe est complètement bouffée. Donc celui-là, on ne pourrait pas le réutiliser. Alors après toute cette série de tests, le gagnant c'est les sabots cylindriques fendus, ceux qui ressemblent le plus aux sabots d'origine. Quelle surprise! Alors si on regarde les résultats globalement, je pense que c'est très encourageant. Sur la vingtaine de coups que j'ai tirés, il y en a seulement un qui a traversé la cible de travers. Et ça c'est très encourageant puisque statistiquement c'est bien moins que ce qui est arrivé ce qui arrive fréquemment avec mes sabots faits main. C'était aussi très intéressant que quel que soit le type de sabot, ils ont tous tiré plus ou moins dans la même zone. Il y avait un petit cercle entre le 5 et le 7, on va dire. Donc ça, il faudrait juste que je compense simplement ou que je mette un petit réau sur le guidon, juste pour que je puisse viser un peu plus bas tout en gardant le visuel en dessous du noir. Parce que si ça peut rester, c'est bien sûr excellent pour la précision. Et donc, à travers les différents tests, il s'est avéré que certains matériaux sont vraiment pas très bons. Le nylon, je l'ai éliminé simplement parce qu'il semble que ce soit vraiment trop dur. Donc c'est assez doux, assez mou pour passer dans le canon. Il n'y a pas de problème d'endommager le canon, mais il semble que ça grippe la balle trop. Et ce qui était quand même encourageant, c'est que malgré que ça ne séparait pas, ça restait quand même entier, ça restait bien droit et bien stabilisé. Donc c'est bien, mais il faut que ça se sépare à la bouche. Donc voilà, donc ça c'est parti. En ce qui concerne le polycarbonate, là je crois que le matériau est trop fragile. J'ai trouvé quelques éclats. Ils étaient verts sur la pelouse, donc c'était pas génial à trouver. Mais j'ai trouvé des rubans. Donc je pense que sans doute dans le canon déjà, il commence à se détériorer. Donc voilà, je pense que là c'est trop dur et trop fragile. Donc ces deux-là, on peut les oublier. Il restait donc le TPU et le PET. Alors j'ai redécouvert deux sabots en TPU et ils ont un peu une texture, on va dire, légèrement collante, et ça me dérange un peu. Je pense qu'ils sont peut-être, bien qu'ils sont assez précis sur cible, c'est le PET qui est, malgré les différents types de sabots, les deux coups étaient toujours très proches l'un de l'autre. Parce que avec le TPU, ils étaient légèrement plus éloignés. Donc c'est pour ça que je vais favoriser le PET. Le TPU, je pense que ouais, je me fais quelques soucis sur l'élasticité du sabot, et puis éventuellement des résidus dans le canon. Donc voilà, peut-être qu'on peut le garder en réserve s'il s'avère que finalement c'était une fausse impression avec le PET. En tout cas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander très gentiment à mon ami Whisky s'il peut m'imprimer encore un bon nombre de sabots en PET. Peut-être changer la couleur, peut-être quelque chose. Est-ce que tu as du néon par hasard, Whisky? Ça serait super utile pour les retrouver dans la pelouse. Parce que c'est un mystère, je n'ai trouvé aucun sabot PET, que ce soit un fragment ou quoi que ce soit. Donc ils sont volatilisés. Ce serait quand même intéressant de retrouver quelque chose. Comme j'ai dit au début de la vidéo, en fait, qu'il soit réutilisable, ce serait un bonus, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Le fait simplement de pouvoir acheter ou d'imprimer
une cinquantaine de sabots pour tirer, comme ça, ça serait vraiment top. Oh, avant de vous quitter, encore une chose, j'ai mentionné à plusieurs reprises que mon fusil était un fusil modifié Beck, et il m'est apparu que toute personne qui n'est pas un fanat du fusil Dreiser n'a probablement aucune idée de ce que cela signifie. Donc, je vais me permettre de combler cette lacune, si vous permettez. Alors, voici la tête de culasse d'un Dreiser d'origine, donc non modifié. Vous pouvez voir qu'il y a un guide d'aiguille central et une chambre annulaire autour. Donc, l'idée est que les débris de la cartouche sont tourbillonnés dans cette chambre annulaire et qu'ils sont en grande partie brûlés avec peu ou plus de résidus restants. Et ça fonctionne assez bien, mais il y a une chute de pression assez importante avec cette chambre derrière. Et ce qui explique partiellement la portée et la précision médiocre des fusils Dreiser, qui étaient connus déjà, reconnus par les Prussiens. La culasse Chassepot emprunte l'idée, mais la chambre est beaucoup plus petite. N'oubliez pas que la véritable cartouche Chassepot n'est pas entièrement combustible et que les débris sont extraits derrière la balle. Vous me suivez jusqu'ici? Super. Alors, nous en venons maintenant à l'aspect de l'étanchéité. Donc, le Dreiser repose sur un raccord similaire à un cône Morse entre la paroi périphérique de la culasse et le bord de la chambre. Donc, les surfaces inclinées sont rapprochées par l'interaction d'une rampe sur le boîtier et la racine du levier de culasse, qui est lui aussi incliné. Donc, toute fuite de gaz susceptible de se produire après un encrassement très important, et il faut le dire que c'est le cas, c'est inévitable, les fuites sont projetées vers l'avant et donc pas dans la figure du tireur. Le Chassepot, quant à lui, possède une tête de culasse mobile, sur laquelle ou derrière laquelle se trouve un joint ou deux joints en caoutchouc épais. Donc lors de la mise à feu, la pression exercée sur la partie annulaire de la tête de culasse provoque l'expansion du joint et l'étanchéité de la chambre est garantie. Tant que le joint est en bon état, la chambre est parfaitement étanche au gaz. Bien sûr, il y a de l'espionnage entre les deux pays et les Prussiens s'aperçoivent quasiment immédiatement de l'avantage de la culasse Chassepot et disent « Verdammt, wie können wir dies auf unsere Verschluss übertragen ?» Et c'est justement ce que fait Johannes Beck. Il travaille en tant qu'inspecteur à l'usine de Spandau. Les Français copient les Prussiens et de retour, les Prussiens copient les Français. Donc, il reprend l'idée de la tête coulissante, la tête mobile avec son joint d'expansion et l'adapte à la géométrie de la culasse Dreiser. Donc le guide d'aiguille et la chambre annulaire disparaissent et à la place nous avons un piston mobile derrière lequel se trouve un joint en cuir épais. Donc, je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Lorsque la culasse est fermée, le joint en cuir se trouve entièrement à l'intérieur de la chambre et au moment du tir, comme dans un Chassepot, la pression sur la tête de culasse vers l'arrière fait dilater le joint en cuir et celui-ci scelle efficacement la chambre. Ceci a permis de résoudre premièrement le problème d'étanchéité et aussi la baisse de pression dans la chambre, augmentant ainsi la portée et ce qui a nécessité une nouvelle hausse. Alors je suis sûr que vous avez remarqué que le fait que nous avons ce joint d'étanchéité et aussi cette face de la culasse maintenant plane, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des résidus, au moins du culot de la cartouche, qui restent quelque part dans la chambre après chaque coup. Et c'est en effet ce qui se passe. À l'époque, ils chargeaient simplement une nouvelle cartouche. Et c'est rien de dangereux, ça ne va pas bloquer, c'est juste un disque en papier. Mais lorsque j'ai fait mes tests, bien sûr, je voulais minimiser la chance d'avoir une interférence quelconque dans le canon. Donc à chaque fois, j'ai laborieusement, méticuleusement extrait les résidus de la chambre avec mon aiguille de rechange. Alors, revenons à l'histoire. Parallèle à la modification du fusil, la cartouche est aussi légèrement modifiée. Elle devient la cartouche NA, Zündnadelpatrone neuer Art. Le diamètre de la balle est légèrement réduit, devient 12 mm au lieu de 13,6 mm, et aussi légèrement raccourci. Et la cavité du sabot
est ajusté en conséquence. Donc le diamètre du sabot reste le même, c'est juste la cavité. Donc ceci a permis une réduction du poids, tel que le soldat pouvait maintenant porter 98 cartouches au lieu de 78 pour le même poids. La base de la cartouche fut également renforcée avec une deuxième couche de papier, avec un mélange de cire et de paraffine entre les deux bases. Et le but ici était de refroidir et nettoyer l'aiguille entre chaque tir, lorsqu'elle pénètre et aussi lorsqu'elle est retirée. Alors, malgré tous ces avantages flagrants de cette modification, les Prussiens resteront des Prussiens. Et ils se lancent, nous sommes donc fin année 1860, dans une longue analyse coût-avantage, ceci à partir de mai 1870. Et il faut non seulement prendre en compte le coût de modification, notez que cette modification entraîne un nouveau corps de culasse, ce n'est pas simplement le fait d'usiner la face pour accommoder cette tête mobile, mais aussi le coût et le temps nécessaires pour refabriquer les munitions existantes selon la nouvelle norme, puisque tous les fusils modifiés doivent tirer une nouvelle cartouche. Et donc il faut réusiner les stocks de munitions. Et bien sûr, la guerre éclate, ce qui met un terme temporaire au projet. Selon le livre de Wirtgen, au début de la guerre, quelques petites unités ont été équipés de fusils modifiés Beck, mais ils ont été rapidement retirés, c'est-à-dire les fusils, pas les unités, et remplacés par des fusils standards. Ceci pour éviter d'avoir à fournir deux types de munitions. Ça ne veut pas dire que tirer les anciennes munitions dans le fusil est un problème, mais bien sûr, les nouveaux fusils ont cet avantage d'étanchéité, les nouvelles hausses, et ne sont pas adaptés en termes de précision aux anciennes munitions. Ce qui veut dire que à peu près 90,9% de toutes les modifications Beck sont des modifications qui ont eu lieu après la guerre, juste pour étendre la vie de ce vénérable fusil pour quelques années avant que la production du Mauser 1871, donc son successeur, soit vraiment lancée et qui peut être remplacé sans avoir de lacunes en équipement. Nous voici donc à la fin. J'espère que non seulement le tir, mais aussi cette petite explication technique vous a intéressé. Merci pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et j'espère que vous suivrez donc, la conclusion de ce projet, ou peut-être pas la conclusion, mais l'étape suivante de ce projet. Et donc on se retrouvera très bientôt, j'espère, ici ou au stand. À plus!